Dans l'immensité brûlante du Sahel, là où le sable avale les routes et où les fusils parlent plus fort que les prières, un rêve fou se lève des cendres. Là, au cœur d'un Burkina Faso à genoux déchiré par les coups d'État, la misère et l'oubli, une voix s'élève, calme mais ferme. Je transformerai les ruines en espoir. Cet homme, ce n'est pas un politicien. C'est Ibrahim Traoré, un soldat du peuple. Un homme qui aurait pu choisir la facilité, un exil doré, 1 milliard de dollars, offerts en secret par les puissances occidentales, une villa surveillée, une vie de luxe. L'Amérique et l'Europe voyaient en lui une menace si le modèle Traoré s'étend leur domination économique en Afrique vacillera. Mais il a tout refusé. Il a choisi la poussière des chantiers plutôt que les tapis rouges. Il a affronté les tentatives d'assassinat, les trahisons, les sabotages. Et chaque attaque l'a rendu plus fort. Car il portait un serment silencieux, libérer le Burkina Faso et l'Afrique à la tête de la fin de la dépendance et de l'humiliation. Ainsi commence cette épopée. Une nation blessée, un homme seul, et un peuple prêt à rêver de nouveau. Il ne s'agissait pas d'un miracle, juste d'un homme qui regardait les ordures comme une ressource. Ibrahim Traoré savait que la reconstruction d'un pays ne commencerait ni par des discours, ni par des sommets internationaux, mais par la poussière, la sueur et une idée apparemment absurde. Dans les rues défoncées de Kaya, de Tenkodogo ou de Gaoua, les ambulances restaient bloquées, les bus scolaires patinaient dans la boue et les marchés mouraient d'isolement. Chaque saison des pluies effaçait les routes comme un tableau fragile. Et pourtant, dans cette détresse, Traoré a vu une opportunité. Des pneus, usés, carbonisés, jetés dans les rivières, brûlés dans des décharges sauvages. Il les a récupérés, lavés, empilés. Puis, avec une équipe d'ingénieurs locaux, il a ordonné qu'on les pose sur le sol et qu'on construise dessus. Une technique simple mais révolutionnaire des couches de pneus compactées, scellées avec un ciment polymère développé localement, résistant à la chaleur, à l'humidité, aux secousses sismiques. Le résultat, des routes 40% moins chères que les standards internationaux. Flexibles, résilientes, presque vivantes. Les premières images ont circulé sur Africa News, des enfants courant sur ces routes noires brillantes, des femmes accouchées, à l'hôpital, attendant des commerçants atteignant enfin les villes sans briser leurs roues. Burkina Faso recommençait à respirer. Mais ce n'était pas qu'une prouesse technique, c'était une vision humaine. À chaque étape, du ramassage des pneus au tri à la pose, ce sont des milliers de jeunes burkinabés qui ont été mobilisés. Les mains sales, les fronts en sueur, mais le regard fier, ils bâtissaient leur pays mètre par mètre. Le chômage baissait, le moral montait, et le sentiment de dignité renaissait. Là où la communauté internationale n'avait vu que Ruine Traoré, avait vu un avenir circulaire écologique et souverain. Des délégations du Mali, du Niger, du Tchad affluaient pour comprendre. Des médias européens parlaient enfin de révolution verte à l'africaine. Et dans les coulisses, certains lobbyistes du bitume grinçaient des dents, un pays pauvre venait de prouver qu'il existait mieux moins cher, et sans eux. Ibrahim Traoré, lui, ne cherchait ni à impressionner ni à provoquer. Il construisait, il réparait, il préparait le terrain pour ce qui allait suivre l'eau, car une route aussi solide soit-elle ne vaut rien sans un champ irrigué. Et il le savait, la prochaine bataille se gagnerait dans les canaux. Les routes avaient reconnecté les hommes. Mais pour nourrir les âmes et la terre, il fallait l'eau. Dans le cœur aride du Sahel, les anciens disaient vraiment qu'il fallait prier les cieux, que seule la pluie pouvait offrir le miracle. Mais Ibrahim Traoré lui avait d'autres projets. Si l'eau ne vient pas à nous, nous irons la chercher. Il l'avait promis aux paysans de Barsalogo, de Dori, de Titao, ces hommes qui semaient, sans récolter, dont les champs desséchés portaient les cicatrices d'une génération trahie par le climat. Là où d'autres avaient vu le désert, Traoré a vu un potentiel hydrique insoupçonné, un réseau de canaux. Pas un simple projet d'irrigation, un système capillaire qui allait puiser l'eau des pluies rares, la stocker dans des bassins intelligents et la redistribuer toute l'année. Conçu par des ingénieurs burkinabés, piloté par des jeunes formés dans les universités de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Chaque canal n'était pas seulement une tranchée dans le sol, mais un acte de résistance contre la famine. Dans le village de Komsilga, une vieille femme Awa montrait les sillons humides de son champ. Avant, c'était de la poussière. Maintenant, c'est de la vie. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes, les rendements agricoles augmentaient par de 45% en moins de 2 saisons. Des légumes, des céréales, des fruits, non seulement pour nourrir le pays, mais pour l'exportation. Burkina Faso devenait exportateur net de denrées alimentaires. Mais ce projet ne s'arrêtait pas à la technique. Il redonnait foi aux oubliés. Les jeunes qui hier encore rêvaient tant de l'exil vers l'Europe devenaient entrepreneurs agricoles, bâtisseurs de leur propre avenir.
Des coopératives naissaient dans des marchés se structuraient et la dépendance aux aides alimentaires fondait comme neige au soleil. Africa News titrait « Le miracle de l'eau, burkinabé ». Bloomberg publiait une enquête sur la baisse des importations de riz dans toute la région. L'Union européenne, elle, s'inquiétait discrètement, et si les pays du Sahel devenaient autosuffisants? Car au fond, ce n'était pas seulement de l'eau qui coulait dans ces canaux, c'était une nouvelle souveraineté. Et avec elle, un nouveau danger pour l'ordre établi, un pays africain qui ne demande plus, mais qui inspire. Face à cela, Ibrahim Traoré recevait des offres, des pressions, des menaces. Mais comme pour les routes, il répondait toujours par le même geste, il traçait. Encore et encore. Des kilomètres de canaux, des kilomètres d'espoir. Et au bout de chaque rigole, une nouvelle promesse. Demain, vos enfants ne connaîtront plus la soif. Après les routes et l'eau, Ibrahim Traoré leva les yeux vers l'horizon. Là où les autres voyaient dans la chaleur accablante du Sahel, lui vit une ressource inépuisable, le soleil. Et ce soleil allait devenir le moteur d'un rêve fou, construire la première ville 100% solaire d'Afrique de l'Ouest. Au cœur du plateau central de Burkina Faso, les plans d'une cité futuriste sortaient vent de terre. Pas une ville de verre et de béton, mais une cité écologique pensée pour les hommes, enracinée dans la culture burkinabé, mais ouverte à la modernité. Son nom Solaria Faso, un symbole, un manifeste, un choc. Chaque toit, qu'il s'agisse d'une maison, d'une école, d'un dispensaire, était recouvert de panneaux photovoltaïques. Les rues, elles étaient pavées, non pas d'asphalte importé, mais de matériaux recyclés produits localement. Les lampadaires, les feux de signalisation, les réseaux Wi-Fi, tout fonctionnait à l'énergie solaire. À l'entrée de la ville, une inscription gravée dans la pierre « La lumière nous appartient ». Mais ce projet, comme toujours avec Ibrahim Traoré, allait bien au-delà de la technologie. Solaria Faso, c'était une réponse à l'humiliation énergétique, car trop longtemps les pays d'Afrique avaient tard vécu dans l'ombre, dépendant du fuel du gaz importé des générateurs hors de prix. Désormais, Burkina Faso produisait sa propre électricité pour ses propres citoyens. Et plus encore, il formait une génération entière de techniciens solaires, d'ingénieurs en efficacité énergétique, de jeunes artisans capables d'installer, réparer, inventer. À l'université Joseph Kizerbo, les étudiants en sciences applaudissaient leur président. Il nous donne non seulement la lumière, mais la possibilité de la contrôler. L'effet fut immédiat. Dans les régions rurales alentour, les foyers s'équipèrent de kits solaires simples distribués par les entreprises locales nées du projet. La nuit, les enfants pouvaient enfin étudier. Les femmes cuisinaient sans fumée. Les hôpitaux fonctionnaient sans coupure de courant. Une révolution douce, silencieuse, mais irrésistible. Africa News parlait de renaissance solaire. France 24 évoquait une utopie énergétique devenue réalité. Pendant ce temps, les grandes entreprises européennes de l'énergie tentèrent de freiner les partenariats technologiques avec les fournisseurs chinois et iraniens de Traoré. Trop tard. Burkina Faso venait de briser un autre joug, la dépendance énergétique. Et à travers la poussière rouge, un rêve se matérialisait, en pleine lumière, celui d'un avenir construit par les Africains pour les Africains. Après les routes de pneus et les canaux de vie, le rêve s'est monté encore plus haut, touchant les cieux. Lumière, énergie future. Dans une région où même en plein jour les foyers restaient dans l'obscurité, une ville est née non pas du béton importé ou des capitaux occidentaux, mais du soleil et de la volonté d'un peuple. Au cœur du Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré lança un projet que l'on qualifia d'abord d'utopique, construire une ville entière fonctionnant uniquement à l'énergie solaire. Pas un quartier, pas un bâtiment pilote, une ville entière, moderne, propre, indépendante. Dans ce pays où des enfants faisaient leurs devoirs à la lumière d'une lampe à pétrole, où les mères cuisinaient encore au feu de bois, chaque toit de maison, d'école, d'hôpital, d'usine serait désormais orné de panneaux photovoltaïques. Ici, pas de lignes à haute tension, pas de factures écrasantes, mais une autonomie énergétique maîtrisée par les habitants eux-mêmes. Ce n'était pas une ville, c'était un manifeste. Ibrahim Traoré savait que bâtir des murs ne suffisait pas. Il fallait bâtir des savoirs, des emplois, une conscience citoyenne. C'est pourquoi ce projet allait bien au-delà de l'énergie, il mobilisait des milliers de jeunes pour la fabrication, l'installation, la maintenance. Il formait une nouvelle génération de techniciens, d'ingénieurs, de gestionnaires d'énergie renouvelable. Pour la première fois, la lumière devenait un bien commun, non un luxe importé. Les réactions ne tardèrent pas. Africa News parla de « miracle solaire africain ». Des journalistes de CNN et Al Jazeera se rendirent sur place.
Les images firent d'un le tour du monde des enfants, courant entre les maisons solaires des femmes, contrôlant les batteries, sur leurs smartphones des vieillards souriant sous les lampadaires de nuit. Mais surtout, ce projet réduisit la dépendance énergétique du Burkina Faso à des produits importés et polluants comme le diesel, le gaz ou l'essence. Une libération silencieuse mais redoutablement efficace. Une preuve éclatante que même un pays que l'on disait pauvre pouvait éclairer sa propre voie. Et dans cette ville que certains surnommaient déjà Solaria Faso, chaque rayon de soleil devenait une déclaration d'indépendance. Traoré ne construisait pas une capitale économique ou administrative. Il érigeait un symbole. Le premier territoire intégralement tourné vers l'avenir africain. Un avenir où la lumière n'est plus un privilège mais un droit. Si les routes construites à partir de pneus usés, les canaux d'irrigation creusés à la main et la ville solaire de Zignaré ont suscité l'admiration, c'est avant tout parce qu'ils ont incarné quelque chose de plus grand, le refus d'abdiquer, l'audace de croire en l'Afrique, par l'Afrique, pour l'Afrique. Du jour au lendemain, le Burkina Faso, autrefois marginalisé, est devenu un laboratoire de souveraineté populaire, observé de près par ses voisins. Au Mali, au Niger, au Tchad, des délégations techniques ont traversé les frontières pour comprendre non pas le secret d'une technologie sophistiquée, mais la force d'un projet porté par un peuple debout. Partout sur le continent, les réactions ne se sont pas fait attendre. Dans les universités de Dakar, les amphithéâtres résonnaient vent de débats sur les grands projets du président Ibrahim Traoré. À Niamey, des professeurs d'hydraulique citaient les canaux burkinabés comme exemple de résilience climatique. À Cotonou, des jeunes scandèrent dans les rues « Nous ne sommes pas condamnés à la dépendance ». Peu à peu, une conscience panafricaine semblait émerger des profondeurs d'un continent trop longtemps fragmenté. Africa News titrait en une « Burkina Faso, l'étincelle d'un réveil africain », tandis que des artistes poètes et rappeurs reprenaient le nom d'Ibrahim Traoré comme un mot de ralliement. Mais au-delà des mots, des actes concrets se multiplièrent. Le Burkina Faso signa avec le Mali un protocole de coopération sur la construction routière écologique. Avec la Guinée, un accord sur le partage de données agricoles. Avec le Niger, une initiative de mutualisation des ressources hydrauliques. Une dynamique nouvelle se dessinait, non plus dictée par des capitales européennes, mais par Ouagadougou, Bamako, Niamey, unis dans un même souffle. Lors d'un sommet discret entre chefs d'État sahéliens, Ibrahim Traoré sans emphase déclara « Le Sahel n'est pas une frontière, c'est une colonne vertébrale. Il est temps que cette colonne se redresse. » Et ces mots trouvèrent écho. Car pour la première fois, le rêve panafricain ne reposait pas sur des conférences internationales, mais sur du béton, de la sueur, de l'intelligence locale et une foi inébranlable. Burkina Faso, grâce à ses choix souverains, devenait bien plus qu'un pays en reconstruction. Il devenait le cœur battant d'une nouvelle géopolitique africaine où l'union ne serait plus une utopie mais une réponse aux défis partagés. Quand le vent souffle sur le Sahel, il emporte avec lui les murmures d'un peuple qui n'a jamais cessé d'espérer. Et aujourd'hui, ce vent transporte autre chose, le son d'un réveil collectif, le battement d'un continent qui refuse désormais de se taire. Les routes noires faites de pneus usés ne sont plus des curiosités, elles sont devenues les artères d'une nouvelle Afrique. Les canaux creusés dans la poussière ne sont plus des fossés oubliés, mais les veines nourricières d'une terre qui refleurit. Et au milieu du désert, une ville surgit solaire et libre comme un serment silencieux fait aux générations futures. Ibrahim Traoré n'a pas simplement gouverné, il a redéfini. Lorsqu'on lui proposa l'exil doré $1 milliard et une vie protégée à l'étranger, il choisit de rester, de marcher au milieu de son peuple, d'affronter les balles plutôt que d'accepter les chaînes dorées. Il savait que la véritable richesse ne se cache pas dans les banques suisses, mais dans le regard d'un enfant qui apprend à lire à la lumière du soleil burkinabé. Ce n'est pas seulement une histoire de développement. C'est une révolution du sens, une déclaration de guerre à la fatalité, une promesse faite à chaque paysan, chaque orphelin, chaque exilé que l'Afrique ne courbera plus l'échine. Les mots Burkina Faso, Ibrahim Traoré, Africa News Grand Projet résonnent désormais non comme des titres de presse, mais comme des mots de ralliement. Et alors que les drones balayent le ciel à la recherche d'ennemis invisibles, un autre combat se joue plus profond, plus noble, celui de la dignité. Un jour, les livres d'histoire raconteront cette époque. Ils parleront d'un homme jeune, d'un peuple blessé et d'un continent prêt à renaître. Et peut-être qu'ils termineront avec ces mots en « Il ne nous a pas donné la lumière. Il nous a appris à la produire nous-mêmes. On ne rêve plus avec les yeux fermés. On rêve avec les mains dans la terre, les pieds sur les routes, le cœur rempli de soleil. » Parole d'un vieux paysan de Tapoa émerveillé devant la nouvelle route en pneus recyclés qui relie enfin son village au centre de santé.
Des collines poussiéreuses de l'Est aux places animées de Ouagadougou, une marée de voix s'élève. Ce ne sont plus des prières muettes ni des lamentations résignées, mais des chants d'espoir, des mots de gratitude, des cris de fierté. Fatimata, une jeune mère de Yaga qui a perdu sa fille, faute de route praticable pour l'ambulance, parle devant les caméras d'Africa News les larmes aux yeux. S'il y avait eu cette route il y a 2 ans, ma fille serait encore là. Aujourd'hui, quand je la vois depuis le ciel, je me dis que c'est Ibrahim qui l'a envoyée. Dans les villages de Seno, les enfants arrivent désormais à l'école à l'heure grâce à des routes qui ne se dérobent plus sous les pluies. À Gourma, les paysans ne prient enfin plus pour la pluie, ils veillant à ce que les canaux artificiels d'irrigation restent dégagés. Dans les faubourgs de la capitale, les étudiants révisent jusqu'à tard grâce à la lumière du soleil stockée dans des batteries locales. Et leurs rêves pour la première fois dépassent les frontières. Sur les réseaux sociaux, les hashtags Tchrar Grand Projet, Chram Burkina Faso, Kha Ibrahim Traoré, Kha Africa News explosent. Des vidéos de drones survolant les rizières, des selfies devant les stations solaires, des témoignages d'ouvriers transformés en héros du quotidien. Tout témoigne d'un changement profond, un peuple qui recommence à croire en lui-même. Les anciens ramasseurs de pneus sont désormais appelés ingénieurs de la route. Les installateurs de panneaux solaires deviennent des techniciens de lumière. Des titres simples mais porteurs d'honneur, d'utilité et surtout de reconnaissance. Un éditorialiste d'Africa News l'a écrit clairement, « Ce qui se passe au Burkina Faso, ce n'est pas du développement, c'est une réappropriation du futur. C'est un peuple qui se relève, c'est une dignité qui se reconstruit, c'est la foi après l'oubli. » Le sol du Burkina Faso, jadis piétiné par les puissances extérieures, commence à forger ses propres armes, non pas des fusils importés, mais des outils d'émancipation conçus par ses propres enfants. L'ère des dépendances touche à sa fin, celle de la souveraineté industrielle commence. Au cœur de Ouagadougou, un ancien entrepôt désaffecté a été transformé en atelier d'innovation technologique. Des imprimantes 3D tournent jour et nuit, modélisant des pièces mécaniques, des capteurs d'humidité, des filtres de pompes solaires, des drones agricoles miniatures. Le bruit des machines s'est mêlé au chant des jeunes ingénieurs diplômés ou autodidactes, tous unis par un même mot d'ordre, fabriqué localement, pensé globalement. Ce mouvement ne naît pas du hasard. Il est le fruit d'une vision claire portée par Ibrahim Traoré, libérer le continent en le dotant d'une capacité de production indépendante. Et cette vision s'incarne dans un plan nommé « Grand projet souverain 2040 ». Au sein de ce plan, 3 axes. R&D endogène, soutenir la recherche dans les universités burkinabées. Fabrication modulaire, créer des chaînes d'assemblage locales adaptées aux réalités africaines. Partenariats horizontaux collaborés avec d'autres pays du Sud global, Iran, Pakistan, Cuba, Vietnam, en dehors des cercles occidentaux habituels. À Bobo-Dioulasso, un centre d'innovation rurale a vu le jour. Là-bas, des agriculteurs testent des capteurs de sol fabriqués sur place connectés à un réseau de données open source. À Kaya, des lycéens apprennent le codage dès l'âge de 12 ans, non pas pour rejoindre la Silicon Valley, mais pour construire leur propre vallée d'innovation sahélienne. Les résultats commencent à apparaître. Début 2025, Burkina Faso a pu produire localement 28% des composants utilisés dans les stations solaires nationales. Un chiffre encore modeste, mais déjà révolutionnaire, dans un pays qui, il y a peu, importait jusqu'au moindre boulon. Africa News parle d'une renaissance industrielle sans précédent. Des délégations d'ingénieurs nigériens et maliens affluent pour observer, apprendre, s'inspirer. Une ingénieure camerounaise en visite a déclaré « Ce que je vois ici, ce n'est pas une usine, c'est un cri d'indépendance. » Pour la première fois, la jeunesse burkinabé ne rêve plus d'exil. Elle rêve de concevoir, d'assembler, d'optimiser. Elle rêve de maîtriser les flux d'énergie, les réseaux de distribution, les systèmes autonomes. Elle rêve de rester. Et derrière chaque soudure, chaque code source, chaque prototype d'outil, il y a le visage invisible de Traoré, celui qui a choisi de dire non aux milliards occidentaux pour dire oui à la dignité africaine. Burkina Faso n'est plus une simple terre d'exploitation. Elle devient une terre de conception. Les vents du Sahel, qui jadis ne portaient que poussière et détresse, charrient aujourd'hui un autre parfum, celui de la dignité retrouvée. Là où l'horizon semblait figé dans la tragédie des routes, surgissent des eaux coulées des villes brillantes. Et au-dessus de tout cela, planent en silence les sentinelles du renouveau, les drones symboles d'une souveraineté conquise, non par la violence, mais par l'intelligence. Un matin, au-dessus des terres de Yaga, un drone solaire survole les anciens bastions du désespoir. Sous lui, un champ de maïs verdoyant danse au rythme du vent. Un enfant lève les yeux et murmure « Maman, regarde le ciel nous appartient ».
À Ouagadougou, devant les caméras d'Africa News, le président Ibrahim Traoré s'avance seul sans escorte, vêtu d'une tunique simple. Il regarde la foule, puis les cieux. D'un ton calme mais ferme, il prononce ces mots. Ce que vous voyez là-haut ne vient pas d'un empire. Il vient de vous. Ces routes, ces canaux, cette lumière, ce sont vos mains, vos idées, votre courage. Le Burkina Faso n'est plus une question. C'est une réponse. Une réponse pour l'Afrique. Une réponse pour l'histoire. Des acclamations éclatent. Mais au-delà des cris, une vibration plus profonde se propage. Un éveil. Car ce récit n'est pas terminé. Il ne l'est jamais. Le combat pour l'émancipation ne connaît ni trêve ni repos. Mais aujourd'hui, grâce à un homme qui a dit non aux milliards faciles, non à l'exil doré, non aux chaînes invisibles, un continent commence à rêver à voix haute. Burkina Faso n'est plus seul. Mali écoute. Niger observe. Guinée prépare. Et plus loin encore, les sans-voix se reconnaissent dans cette voix venue du désert. Le ciel appartient à ceux qui l'osent. Ibrahim Traoré l'a osé. Et dans le sable brûlant du Sahel, l'Afrique grave aujourd'hui une vérité nouvelle. Nous ne sommes pas les héritiers d'un passé colonial. Nous sommes les fondateurs d'un avenir souverain.